Moi, c'est là-haut. Donc, rebonjour à tous. Là, la suite de Jacques, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui est en cours de publication et de révision portant sur la prédiction de l'hypertension incidente dans Constance. Donc, comme l'a bien indiqué Jacques dans son topo, donc, l'hypertension est un facteur de risque cardiovasculaire très important en France et dans le monde. La prévalence actuelle en France est assez connue, notamment via les données de Constance, mais aussi d'autres données comme l'étude de Esteban de Santé publique France. Donc, on estime la prévalence autour de 31% et une fraction significative des hypertendus ne se connaissent pas. Donc, on est à environ un peu plus de 50% d'hypertendus non connus. Par ailleurs, même si des données de prévalence sont assez connues, il y a peu de données sur l'incidence, notamment sur, je rebondis sur les questions qui ont été soulevées, il y a peu de projets d'envergure qui ont pu justement faire ces mesures de pression artérielle à des temps répétés de manière standardisée et répétée dans le temps. Donc, l'objectif de notre travail, c'est la première des choses, c'est d'évaluer l'incidence de l'hypertension au sein de la cohorte Constance. Et en deuxième lieu, c'est d'identifier quels sont justement les sujets les plus susceptibles de développer une hypertension. L'idée étant de pouvoir possiblement améliorer le dépistage en ciblant des personnes plus à risque d'emblée. Pour ce deuxième objectif, avant de vous dire ce que l'objectif est, je vais vous dire ce que l'objectif n'est pas. L'idée n'étant pas d'identifier des nouveaux facteurs de risque, on a beaucoup qui sont déjà connus. L'objectif principal, c'est de les hiérarchiser, de les classer et de voir si en utilisant des méthodes un peu originales comme de l'intelligence artificielle pour faire de la classification, on peut utiliser ces facteurs de risque à la première mesure chez des personnes qui n'ont a priori pas d'hypertension pour prédire à la deuxième mesure lesquelles auront de l'hypertension et surtout d'évaluer quel est le facteur qui apportera le plus et quel est l'intérêt d'ajouter des facteurs supplémentaires. Donc, l'étude s'est portée sur les personnes âgées de 18 à 69 ans à l'inclusion qui ont au moins 2 mesures de pression artérielle à l'inclusion et au suivi, et pour lesquels on a le chaînage SNDS et des questionnaires complets sur la déclaration ou pas de l'hypertension. Comment on définit l'hypertension dans Constance? C'est sur l'un des trois paramètres. C'est soit une pression artérielle supérieure à 14,9, soit la prise d'antihypertenseurs via le chaînage au SNDS grâce au code ATC spécifique aux antihypertenseurs, soit la déclaration d'une hypertension artérielle au questionnaire médical de suivi. Donc, la population d'études, c'est les personnes qui n'avaient aucun de ces trois critères à l'inclusion et pour lesquelles, au suivi, on a cette deuxième mesure de pression artérielle. L'hypertension incidente étant définie soit par une pression artérielle systolique ou diastolique supérieure à 14,9 au premier bilan de suivi, c'est-à-dire au deuxième bilan, soit par la prise de médicaments spécifiques à l'hypertension dans le laps de temps. Donc, passons au résultat. Au moment de l'étude qu'on a donc réalisée avec Jacques Blaché et Linda Chidani, qui est néphrologue, on a travaillé sur un échantillon d'un peu plus de 11 000 participants qui étaient normotendus à la visite 1, qui avaient effectué forcément un deuxième bilan et pour lesquels nous disposions de l'ensemble des données relatives à l'hypertension. Le suivi moyen était de 5,2 ans avec un écart interquartile entre 4,6 et 5,3, donc il n'y a pas énormément de variabilité en termes de délai de suivi. Sur ces 11 000, en prenant en compte le deuxième bilan, c'est-à-dire une pression artérielle supérieure à 14,9 ou des médicaments dans le laps de temps, on a identifié 1929 personnes hypertendues, donc aucun incident, ce qui représente au total 17,4% de notre population. Comme l'indiquait Jacques, il y a très peu de traitements en prévalent et encore moins en incident du fait forcément d'une plus grande ignorance de l'hypertension, un plus grand éventuellement aussi délai de mise en place du traitement, étant donné que ce qui est actuellement privilégié dans les recommandations, c'est de commencer par des mesures hygiéno-diététiques.
Concernant l'incidence, donc lorsqu'on travaille sur le nombre de cas incidents qui est défini par le nombre de cas par personne année, comment il faut le lire? Donc sur notre incidence globale pour les hommes qui est de 4,3, c'est 4,3 pour 100 personnes année, c'est-à-dire vous suivez 100 personnes normes tendues pendant un an. Autour de 4 personnes vont être hypertendues à la fin de cette première année de suivi. Donc là, l'incidence est plus élevée chez les hommes par rapport aux femmes, ce qui est assez connu au niveau de l'hypertension. On voit bien que l'incidence augmente de manière assez significative avec l'âge pour atteindre près de 8 pour 100 personnes années chez les plus de 64 ans. Et on a une incidence également qui est en augmentation avec l'âge chez les femmes. Et l'incidence est plus élevée chez les hommes par rapport aux femmes au niveau de toutes les classes d'âge. Maintenant, on passe à la deuxième partie qui est celle de l'étude des facteurs prédicteurs. Au premier bilan, de l'hypertension artérielle au deuxième bilan. Donc, pour notre étude, on a pris en compte 35 prédicteurs. On a eu beaucoup de chance, étant donné que la cohorte constante est très bien phénotypée. On a pu prendre en compte 35 prédicteurs très connus de l'hypertension qui vont de l'âge, du sexe, des revenus, donc tout ce qui est socio-économique, l'obésité, l'IMC, mais aussi des facteurs biologiques comme la créatinine série qui nous a permis d'évaluer la fonction rénale, les comorbidités fréquemment associées comme le diabète, les lipidémies et aussi tous les antécédents de pathologies cardiovasculaires. Comment on a réalisé cette première hiérarchisation? Donc, c'est en utilisant des packages du logiciel R. Donc, qui dit modèle de machine learning implique forcément un échantillon d'entraînement, c'est-à-dire on va prendre une sous-population sur laquelle on va entraîner notre modèle et évaluer les performances. Et un échantillon de test, c'est une autre sous-population sur laquelle on va tester que les paramètres qu'on a calculés sur notre échantillon d'entraînement sont bien reproductibles et restent corrects dans un échantillon de test. Pour la première étape, c'est de hiérarchiser ces 35 prédicteurs. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle un score de relief de manière simple. C'est une corrélation multivariée qui permet d'inférer le poids le plus important ou le paramètre le plus important au facteur qui va être a priori le plus discriminant de ces 35 prédicteurs. Et cela nous offre la possibilité de pouvoir les classer hiérarchiquement. Ce qu'on voit là, c'est que le premier facteur, comme on s'y attend, ça va être la pression systolique à la première mesure, suivi de la pression artérielle diastolique et de l'âge, et aussi d'autres prédicteurs, notamment tout ce qui est âge, IMC, cholestérol, tour de taille. Finalement, c'est des facteurs qui sont assez connus. Notre premier objectif, c'était, après avoir classé et hiérarchisé, finalement, c'est de tester la capacité de prédiction de nos différents facteurs. Donc, et pour cela, on a pris en compte 3 cutoffs. Donc, un premier cutoff supérieur à 0,75 pour le score de relief, qui ne laisse uniquement un seul prédicteur qui est la pression artérielle systolique dans le modèle. Un deuxième cutoff qui ajoute 2 facteurs supplémentaires qui sont la diastolique à la première visite et l'âge. Et un troisième cutoff pour lequel on va ajouter 5 facteurs supplémentaires. Donc, ce sera un modèle entraîné sur 8 prédicteurs qui vont englober en plus de la pression artérielle systolique, diastolique de l'âge, l'IMC, le cholestérol, le tour de taille, le tour de hanche et la glycémie à la première visite. Ce qui se fait classiquement dans les modèles de machine learning, c'est d'essayer plusieurs types de modélisation et de tester leur capacité de prédiction pour, d'un côté, évaluer la capacité de prédiction de nos prédicteurs, mais aussi de trouver la bonne modélisation. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais on a pris en compte 4 types de modèles qui partent de l'analyse linéaire discriminante jusqu'aux arbres de décision, et aussi 3 modèles boostés, notamment le XGBoost, qui donne d'excellents résultats dans la littérature est souvent associé à des capacités de prédiction supérieures à celles, par exemple, des forêts aléatoires qui sont déjà connues pour des capacités de prédiction assez importantes.
Donc, ce que je vous montre, c'est le taux d'exactitude ou de l'accuracy sur notre échantillon d'entraînement. Donc, l'accuracy, la définition la plus simple, c'est la capacité de notre modèle à dire vrai. C'est-à-dire, on prend sur le nombre total, le nombre de personnes correctement classées, c'est-à-dire les vrais positifs, les personnes que le modèle aura classées comme des futurs hypertendus incidents et qui le seront vraiment, et des vrais négatifs, c'est-à-dire des personnes que notre modèle aura classées comme des futurs non hypertendus et qui le sont vraiment. Et là, en pourcentage, donc on voit qu'en termes d'exactitude, sur nos échantillons d'entraînement, on est autour de 70, voire on s'approche de 78%. Et on n'a pas une capacité de prédiction qui semble forcément très différente d'un modèle à l'autre. Donc, les 7 types de modèles offrent des capacités de prédiction assez proches. Là, je vous ai montré le premier modèle qui utilise un seul facteur prédicteur, qui est la pression artérielle systolique. Donc, actuellement, on prend que la systolique. Je ne le montre pas pour la présentation, mais j'ai exactement les mêmes résultats en entraînant notre modèle sur 3 facteurs, sur 8 facteurs, et même en testant sur les 35 facteurs. A priori, d'un point de vue mathématique, ajouter des prédicteurs à la pression artérielle systolique à la première visite n'apporte pas des performances significativement pertinentes. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est l'échantillon d'entraînement. Passons en test pour voir si d'abord cette exactitude, cette accuracy est confirmée. La réponse est oui, donc on est autour des bien 68-70% d'exactitude. Et j'attire votre attention sur ce paramètre, la sensibilité. La sensibilité, c'est la capacité de notre modèle à détecter les futurs hypertendus. Là, une sensibilité de 80% indique que parmi le pool que notre modèle va classer comme des futurs hypertendus, on a 80% des vrais futurs hypertendus à la deuxième visite. Ce qui fait que uniquement en paramétrant un modèle avec de la pression artérielle systolique à l'inclusion, on arrive à prédire 80% des futurs hypertendus à la deuxième visite. Et là, on voit la valeur prédictive positive qui nous rassure sur l'aspect non inéluctable. Donc là, on a 30% d'exactitude, ce qui signifie qu'une personne que notre modèle va classer comme un futur hypertendu aura un peu plus de 30% de chances d'être confirmée au deuxième bilan. Ce qui fait que voilà, notre modèle va servir pour un dépistage global, mais forcément, dans ce pool qui sera dépisté, une partie des personnes ne vont pas développer une hypertension, heureusement. D'un point de vue assez intéressant, donc là, on est parti sur une modélisation en mettant une variable en continu. Si je regarde sur l'analyse linéaire discriminante, la moyenne de la pression artérielle systolique à la première visite dans le groupe que mon modèle va prédire comme étant des futurs hypertendus versus le groupe que mon modèle va prédire comme étant non des futurs hypertendus, on voit que sans a priori, on a ce cutoff d'une pression artérielle systolique à 130 mm de mercure. Donc le fameux 13, que là on met en évidence aussi bien chez les hommes que chez les femmes de manière sans a priori. Donc là c'est la courbe ROC pour l'air sous la courbe. Les résultats sont similaires lorsque je stratifie en fonction du sexe, donc lorsque j'entraîne un modèle uniquement chez les hommes ou chez les femmes ou chez les plus ou moins de 50 ans. Et lorsque je prends la mesure de la pression artérielle systolique, non pas en continu, mais en binaire, parce que pour un dépistage, il faudra bien choisir un cutoff. Donc lorsque je prends ces 130 qu'on met en évidence sans a priori en calculant des moyennes. Donc là, j'ai une sensibilité qui reste de 70% pour une VPP un peu plus élevée. Donc en conclusion, grâce à notre étude, on a pu calculer une incidence sur un échantillon de grande taille d'hypertension artérielle. Donc on est autour de 4,3 pour 100 personnes années pour les hommes et 2,8 pour les femmes. On a pu aussi mettre en évidence que pour des mesures de dépistage, un cutoff à 130 mm de mercure pour une visite pourrait aider à cibler le groupe qui, a priori, pourrait être priorisé. Et pour finir, par rapport aussi à des mesures de prévention, on a voulu étudier l'impact que représente la perte de poids entre la première et la deuxième mesure.
Donc là, j'ai pris en compte le score de l'indice de masse corporelle à la première mesure, moins le score à la deuxième mesure. Donc là, sur ce cutoff, un score positif inclut qu'une personne a perdu du poids, c'est-à-dire que à la deuxième mesure, et un score négatif implique que la personne a, à contrario, gagné du poids. Et ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à réduire l'incidence de la pression artérielle d'environ 13 à 15% en perdant un tour d'IMC entre les deux mesures, et quel que soit le cutoff de pression artérielle, donc que ce soit à 130 mm de mercure ou moins. Donc on a cette perte de poids qui est assez constante pour tous les groupes. Je vous remercie. Il y a une question. Jean-Philippe, encore 2, allez. Oui, merci. Donc, je vais me poser juste la question, parce que l'hypertension, c'est une population, enfin, il y a plusieurs stades d'hypertension, hein, c'est assez hétérogène. Donc, je ne sais pas si tu as eu le temps ou tu as prévu de regarder un peu les performances de tes modèles, mais pour différents niveaux d'hypertension, si tu as assez de puissance. Différents stades d'hypertension, je veux dire. En termes de puissance, normalement, on aura effectivement ce premier travail, c'était vraiment, donc la première publication, c'est vraiment classé du tout venant, mais la perspective, c'est aussi de prédire les grades de J'ai 2 questions, s'il vous plaît. Pour l'apprentissage, vous avez utilisé le 80% pour l'apprentissage et les 20% pour le test. Est-ce que ce choix est aléatoire ou vous êtes basé sur quelque chose? Parce que dans les articles scientifiques du machine learning, on trouve 80%, 20%, 70, 30 ou 75, 25. Donc pourquoi 80% en fait? Est-ce que c'est aléatoire ou... Est-ce que c'est aléatoire? Non, c'est un choix. Après, effectivement, il n'y a pas de consensus sur quelle proportion il faut entraîner et sur quelle proportion il faut tester. Là, on a la chance d'avoir quand même une puissance assez considérable. Donc, finalement, on entraîne sur 8000, on teste sur 2000. Après, sinon, il n'y a pas de consensus, c'est souvent 80%. Mais effectivement, dans la littérature, il y en a qui entraînent sur 70% ou 65%. Je dirais qu'il n'y a pas forcément de... D'accord. Et pour les modèles d'apprentissage aussi, pourquoi le choix de ces 4 modèles en fait? Par exemple, l'analyse discriminante ou la régression logistique. Pourquoi pas le réseau de neurones, le SVM, etc. Et avez-vous pensé à appliquer le K-cross validation juste pour donner la chance que l'individu il sera tiré dans la base d'apprentissage et dans la base du test? Il y a 2 choses. Donc, pour le K-fold, en fait, dans l'échantillon d'entraînement, j'ai bien utilisé ça, donc avec une proportion de 20%. Donc là, c'était, enfin, une présentation purement technique n'était pas forcément l'objet. Et effectivement, là, je pense qu'un résultat très intéressant, c'est de voir finalement sur nos 7 modèles qu'il ne semble pas y avoir de capacité de prédiction très différent. Je ne pense pas qu'utiliser un réseau de neurones ou du support vecteur machine fera qu'on aura de meilleurs. Finalement, l'information principale, c'est qu'il faut utiliser plus la pression artérielle systolique à la première visite comme prédicteur. Mais après, on pourra en discuter après sur le choix des modèles, mais effectivement, on pourrait en ajouter d'autres. D'accord, merci. C'est la présentation suivante. Donc, merci, Sofiane.